Tiers livre, écran de nuit. Vous savez, je lis beaucoup en numérique. Ce qui a mes faveurs, c'est un simple petit iPad, parce que j'aime bien lire connecté, j'aime bien pouvoir aller me balader en même temps dans les lieux évoqués. Je lis beaucoup en anglais, donc là comme ça j'ai le dictionnaire embarqué aussi. Et puis en même temps, j'aime me faire des petites notes. Alors je les mets dans la lisseuse, ça part immédiatement comme ça, synchronisé avec l'ordi. Et je m'en sers aussi beaucoup en cours. C'est-à-dire, je projette le texte comme ça sur le grand écran et donc on parle en regardant les phrases. Alors j'ai une double pratique. Il m'arrive évidemment, moi je pense qu'en ce moment, vous savez, on est les dinosaures du futur. Les musiciens, ils ont appris ça pour les vinyles. Quand vous achetez un vinyle, vous avez un petit code et puis vous téléchargez la version numérique. Euh, bah, pour moi, en littérature, évidemment, maintenant, il faut arriver à ça et y arriver vite. Et puis, il y en a déjà qui ont commencé. Moi, j'avais été le premier à commencer ça avec Publi.net en 2012, avec un petit QR code à la fin des petits ouvrages. Et puis, on téléchargeait la version numérique. Donc, moi, je suis un peu bête de ce point de vue-là. Il m'arrive souvent d'acheter les deux, même si il me semble avoir de plus en plus besoin du numérique. Mais c'est une contradiction qu'on ne peut pas régler. Le livre a sa mémoire dans l'épaisseur, on mémorise les lieux dans la page, et donc ce relief, ce volume est aussi une architectonique de la mémoire, tandis que dans le numérique, on est réduit à... Alors, qu'est-ce qui nous sert? Mais justement, replonger dans la machine, passer par la petite fonction recherche, la touche mettre le mot que vous cherchez comme occurrence. Et par contre, c'est toute une autre manière de lire. C'est-à-dire, quand vous avez la biographie de Lovecraft en 1200 pages de Yoshi sur votre iPad, vous mettez Newburyport parce que cette ville compte là dans ce que je viens de traduire, Innsmouth, et puis tant que vous avez immédiatement les 4 ou 5 fois où il parle de cette ville, où il est allé dans cette ville, et ce mode de lecture par recherche d'occurrence, pour moi c'est indispensable. Je m'en sers constamment pour Proust, pour Montaigne, pour Rabelais. Qu'est-ce que je rêve de l'utiliser pour Gracq, pour Michaud quand on... Donc tout ça pour dire que je voulais, dans cette série, écrivain parlant d'écrivain, mais pas sous la forme d'essai, qu'un livre comme ça qui a été pour moi, qui m'a laissé quelque chose comme ça, cette chose impalpable, mais qui fait qu'un livre est indécollable de vous-même ensuite, c'est Savannah de Jean Rollin, qui est sorti il y a 2 ans maintenant. Alors évidemment, Jean Rollin, je lis tout. Je lis, s'il parle de Britney Spears, je lis ce qu'il dit sur Britney Spears. S'il parle des chiens crevés ou errants qu'on voit dans Mexico quand on s'y promène, je lis ça. S'il parle d'une plage de Beyrouth où on ne peut pas se baigner, j'y serai avec lui à la terrasse de ce bistrot devant l'eau, on ne peut pas se baigner. Je suis un inconditionnel de Jean Rollin. Pour moi, c'est une grande œuvre. Regardez Zone, faire le tour de Paris de Sarcelles à Aubert sans jamais reprendre le métro pour revenir à Sapiole, mais en voyageant 4 mois comme ça tout autour de la métropole. Il a apporté quelque chose d'unique. Un autre de mes préférés aussi, c'est un qui s'appelle Terminal Frigo. Ce type, évidemment, des fois je le jalouse un petit peu, cette espèce de grande silhouette toute maigre là, avec ses clopes, il est libre de son temps, il a ce bonheur. J'ai eu d'autres bonheurs. Mais se dire comme ça, je vais faire le tour de la France de Dunkerque jusqu'à Menton, en allant comme ça de port en port sur la côte, lui il le fait, ça s'appelle Terminal Frigo, et tout d'un coup la carte de géographie est tripée comme un gant à l'envers. Savannah. Il est question de Flannery O'Connor, une auteure... Donc, on est un petit peu comme ça, on est sur la côte est, à mi-chemin, disons, entre New York et la Floride. On est déjà dans le sud. Indiscutablement, on est déjà dans les marques du sud. Et comme Jean Rollin donne, pour ça aussi que c'est bien en numérique, comme il donne aussi tous les noms, le nom de l'hôtel où il est, le nom de la rue, l'itinéraire qu'il fait dans la ville, vous pouvez suivre sur Google Street View et voir ses propres déambulations quasiment
au mètre près, quand il prend une petite traverse comme ça qui rejoint le motel jusque là où il va bouffer une pizza. Pourquoi il est là-bas, Jean Rollin? Sa compagne d'alors, Kate, dont je ne parle pas ici. Kate s'est suicidée il y a quelque temps, ils n'étaient plus ensemble, ça a quand même été une des relations pour lui déterminantes, mais ça ne nous regarde pas. C'est un deuil qu'on accomplit pour soi, mais qu'on accomplit seul, c'est pas du tout un devoir. Kate avait une grande fascination de lecture pour Flannery O'Connor. Et dans cette fascination de lecture, compte aussi bizarrement une anecdote qu'il rapporte au tout début de son livre. Il y a un petit film qui est une sorte de reportage sur Flannery O'Connor où on aperçoit une poule qui marche à reculons. De Flannery O'Connor. Même ceux qui ne l'ont pas lu croient savoir qu'à l'âge de 5 ans, elle possédait déjà une poule de bantam qui présentait la particularité de marcher à reculons. Cette poule est indéniable. Son existence est attestée par un petit film réalisé à l'époque par Pathé News, auquel n'importe qui peut accéder désormais sur Internet en entrant les mots-clés « poule de bantam Flannery O'Connor », si possible dans cet ordre, et de préférence en anglais, bantam, hen, etc. À ce film est généralement associé un texte publié en 1961 par Flannery dans le magazine Holiday, texte dans lequel elle revient sur l'épisode de la poule réversible et de son image par Pathé News, avant de s'étendre sur sa prédilection, également reflétée par sa correspondance pour diverses espèces de volailles et singulièrement pour les paons. Dans quelle mesure cette histoire de poule et d'élevage de paons a-t-elle influencé le goût de Kate pour la personne et l'œuvre de Flannery O'Connor? Je n'ai pas de réponse à cette question, pas plus que depuis sa mort, et bien que j'ai relu entre-temps tous les livres de Flannery O'Connor, en particulier ce volume de sa correspondance dans lequel Kate avait corné des pages et souligné au crayon de nombreux passages, je ne suis parvenu à déterminer exactement pourquoi elle s'était prise d'un tel amour pour cet auteur, au point d'envisager un film sur elle, etc., etc. Et là, on est au cœur de la chose. C'est-à-dire 2 ans après le décès de celle qui a été sa compagne, mais ils ne vivaient plus ensemble, Jean Rollin décide de retourner à Savannah, où ils étaient allés ensemble pour voir la maison natale, devenue musée, de Flannery O'Connor. Non pas à Savannah, mais tout près. Il arrive à Savannah, va prendre le même hôtel, et va accomplir quasiment heure par heure ce qui avait été les trajets et les heures de la semaine qu'ils avaient passée ensemble dans cette ville, et confronter en permanence son propre voyage dans le deuil avec ce voyage fait 7-8 ans avant, évidemment dans d'autres conditions, où tous les deux étaient allés visiter le musée de Flannery O'Connor. Évidemment, il nous donne même les dates. Ce matin-là, j'étais le premier visiteur. Je m'en félicitais car je n'aurais pas supporté de me retrouver dans un groupe. Ma première mauvaise surprise, d'ailleurs la seule à proprement parler, fut de constater que le livre d'or, en fait, était composé de feuilles volantes et que celle de 2007 n'avait pas été conservée, ou du moins pas sur place. Les 2 dames qui tenaient la boutique m'invitèrent aussitôt à regarder un petit film sur Flannery O'Connor, dont je n'avais que faire, en sachant déjà bien plus long que ce qu'il racontait. Pas plus que lors de notre première visite, en fait, il n'y avait quoi que ce soit d'intéressant à voir dans la maison, à l'exception de la chambre-cabinet de travail, dont l'aménagement n'avait pas changé comme il se doit, mais dont je découvrais quelques détails qui m'avaient échappé autrefois, ou que j'avais oublié depuis lors, tel que le vieux tourne-disque dont Flannery, me semble-t-il, parle dans sa correspondance, ou le crucifix doré, assez discret, placé à la tête de son lit. Perfidement, je remarquai que la machine à écrire posée sur la table d'un modèle archaïque ne pouvait être la machine électrique qu'elle utilisait dans les dernières années de sa vie et qu'elle évoque dans cette même correspondance. En 2007, à l'exception des quelques images que j'ai décrites plus haut, illustrant notre entrée dans la maison, Kate n'avait filmé que de l'extérieur. C'était ce point de vue qu'il me tardait de retrouver.
la maison signalée comme dangereuse et qui était du vivant de Flannery. Le logement des employés noirs de la ferme avait été restauré, et de même la grande étable que Kate avait également filmée alors qu'elle tombait en ruine et qui maintenant était accessible à la visite. Mais ce que Kate avait filmé avec le plus d'insistance, outre le sol, le plus souvent couvert de feuilles mortes ou de gravier que ses pas faisaient crisser et sur lesquels on voit parfois se profiler son ombre, c'était un pré borné par une clôture dans le fond duquel paissait un équidé gris de taille moyenne, qu'en voyant le film j'avais identifié comme un mulet et qui était effectivement quelque chose de ce genre, etc., etc., etc. Jean Rollin. Le livre s'appelle Savannah. Rien de ce qu'a écrit Jean Rollin n'est jamais indifférent par cette espèce d'adéquation de la réserve et de la précision de la langue et des éléments précis du monde qu'il nomme. Mais dans celui-ci, soudain, ce qu'il n'a jamais fait dans d'autres de ses livres, Flannery O'Connor, elle est comment on parle d'elle, on s'explique sur l'œuvre. Non, non. Mais il y a cette visite du musée, un musée où il n'y a presque rien. Sinon, un cheval qui n'est même pas un cheval, qui bouffe de l'herbe dans le pré qui est derrière. Et puis tout d'un coup, c'est ça le miracle. On a tout. Et il y a tout qui est là. À demain.